Aujourd'hui, toute une histoire reçoit des enfants touchés par le cancer. Ils nous diront comment ils ont trouvé la force de renouer avec la vie après l'annonce de leur maladie. Quand on m'a dit que j'avais un cancer, moi j'ai compris. Qu'est-ce qu'on comprend du cancer à 16 ans? Moi je pensais que j'allais mourir. Grégory, comment tes copains à toi ont réagi quand tu es revenu à l'école après la maladie? Ils ont réagi comme ils pensaient, donc c'est-à-dire mal réagi. Ils disaient être malade c'est pour les idiots. Le problème c'est que il y a souvent beaucoup de camarades qui sont plus distants qu'avant, donc ça fait plus mal. Quand on t'a rasé la tête, est-ce que tu faisais attention à ce que les autres pouvaient penser? En fait, vu que c'était en 2002 et que c'était la Coupe du Monde, quand j'ai perdu mes cheveux, j'ai dit que je voulais faire comme Barthez. Après, mon père il s'est rasé la tête pour me soutenir. Qu'en pensez-vous, madame, de voir vos deux petits hommes comme ça, tout près l'un de l'autre? Fort. Bonjour à tous, bonjour à nos invités, comment ça va? Comment ça va toi? Bon, comment allez-vous? Comment ça va? Oui, bien. Oui, ça va bien. Bienvenue sur notre plateau, en tout cas. Bonjour et bienvenue. Je vous demande d'accueillir tous nos invités, s'il vous plaît. Bienvenue sur le plateau Toute une histoire. Il y a des mots qu'on voudrait ne jamais entendre, des termes qu'on refuserait a priori d'associer parce qu'ils évoquent quelque chose qui est trop insupportable. C'est le cas de deux mots, en particulier cancer et enfant. Et pourtant, le cancer touche actuellement en France un enfant sur 500. Et c'est un chiffre qui ne cesse d'augmenter. Cette réalité qui est douloureuse, tous mes invités bien courageux la connaissent et ils sont là pour se battre. Ils ont 10, 12, 13, 17 ans et ça fait des années qu'ils se battent contre le crabe qui tente d'envahir leur corps d'enfant. Ils sont petits par la taille, vous allez voir qu'ils font preuve d'une maturité dont beaucoup de grands pourraient s'inspirer. Au cours de cette émission, nous allons tenter de comprendre les épreuves que traversent ces enfants qui se battent contre le cancer. Nous parlerons de tout ce qui les touche, de l'hôpital, des copains, de l'école. Il y a un enfant qui nous a dit qu'il préférait être en chambre stérile qu'à l'école, du corps qui change et puis aussi du caractère qui évolue. Erwan, Sarah, Grégory, Alison et Orlan sont nos invités. Pour commencer, nous allons évoquer la maladie et l'hôpital. Tout va bien et puis soudain la vie bascule. L'hôpital devient comme une seconde maison. Une maison où on se bat, une maison qu'on a envie de quitter vite aussi. Quand la maladie frappe, c'est évidemment la première partie chronologique de notre émission. J'ai posé la question à Orlan qui a 17 ans. Oui. Orlan, l'année dernière, tu as découvert que tu étais malade. Comment tu l'as appris? J'étais malade et j'étais fatiguée. On m'a fait faire une prise de sang. Et c'est comme ça que je l'ai appris en fait. Fatigué comment? Dès que je faisais quelque chose, j'étais fatiguée. Puis je maigrissais. Je dormais tout le temps. Tu dormais tout le temps? Oui, en cours et tout ça, je dormais. Donc la prise de sang a eu lieu? Oui. Est-ce que tu as immédiatement compris à la tête des médecins ce qu'on t'a dit que tu souffrais quelque chose de grave? Au début, non, mais quand on m'a dit que j'avais un cancer, moi j'ai compris. Qu'est-ce qu'on comprend du cancer à 16 ans? Moi, je pensais que j'allais mourir. Que t'ont dit tes parents ou les médecins? Est-ce qu'ils ont essayé de te rassurer? Oui. Comment? En te disant quoi? En me disant que ça se soignait, que... Quel type de cancer? Une leucémie. Cancer liquide? Cancer du sang? Vous le savez les enfants, 80% des cancers qui touchent les jeunes se guérissent. C'est pas toujours le cas pour les adultes, ça veut dire que vous avez 4 chances sur 5, 8 chances sur 10 de pouvoir être plus fort que la maladie. Et Erwan, toi aussi, tu as une leucémie? Oui. Tu donnes une définition assez imagée en fait de la maladie. Comment tu en parles? Je parle de la maladie en fait. Je dis pour pas faire peur aux petits quand j'en parle, je dis que c'est une reine en fait qui veut détruire tous les bons villageois qu'il y a dans une ville et elle veut être la maître. Enfin, elle veut tout contrôler. Ouais. Ouais, une méchante reine comme dans les contes pour enfants. Ouais, tu dis ça aux enfants qui sont plus jeunes que toi? Tu dis ça à ceux qui sont dans ta classe? Ouais, j'ai dit aux plus jeunes et même à ceux qui ont mon âge, je leur dis aussi. Tu trouves que c'est plus facile d'expliquer comme ça, que c'est plus facile à comprendre? Je pense, c'est mon avis, ouais, je pense que c'est plus facile de leur dire comme ça que de leur dire directement en disant des mots durs. Qu'est-ce que tu penses? Ça peut arriver à n'importe qui, quoi. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu penses de la définition de ce jeune homme? Oui, c'est réaliste. Ouais. Enfin, moi, je dirais pas comme ça, quoi. Je dirais plutôt que
C'est comme quelque chose qui t'attaque, que tu peux pas t'en sortir. Enfin, tu penses ça, mais bon, à la fin, t'as soit la chance ou pas la chance. Il y a encore une fois beaucoup plus de chances de réussir que de ne pas réussir. Comment tu parles de ta maladie, toi? C'est des petits bonshommes qui attaquent tout. Ouais. Et après, je sais plus comment dire en fait. Bah après, ils sont attaqués par les médicaments aussi. Hein. Le corps se défend. Ouais. C'est la bagarre. Comment ça se passe en ce moment, la bagarre, pour toi? Mal. C'est-à-dire? Il y en a qui tombent par terre. Il y en a d'autres qui restent. Tu te sens comment dans ta tête? Bien. Bien? C'est-à-dire? Fort? Bof. Heureux? Oui. On doit dire quand même que tu es en rémission aussi. Hein. Ouais. C'est-à-dire que tu as passé quand même le grand cap de la maladie. On m'a dit que tu étais un peu terrorisé aujourd'hui. Tu sais, quand tu me regardes comme ça, moi, c'est à moi que tu fais peur. Hein. T'es bien mignon en tout cas. Alors, on va regarder comment Sarah s'est débrouillée à l'hôpital et puis après, tout le monde nous racontera comment ça s'est passé à l'hôpital pour continuer aussi l'école, pour continuer à apprendre, à suivre les cours. Sarah, à peine le diagnostic posé, en fait, tu es entrée à l'hôpital très très vite. Tu es restée 6 mois en chambre stérile, ça veut dire 6 mois séparée du monde. Et comme le monde ne pouvait pas venir à toi, eh bien, tu as décidé, j'ai envie de dire, d'aller vers le monde. Tu as continué à prendre des cours, tu as même passé ton brevet des collèges à l'hôpital. Nous étions à tes côtés, c'était en octobre dernier. Alors nous allons d'abord chercher les copies et les sujets que nous avons placés dans un coffre-fort. Très bien gardés. Il ne peut pas y avoir de fuite. Ce sont exactement les mêmes copies d'examen, bien entendu, que celles qui sont proposées à l'ensemble des candidats. Ces sujets d'examen sont pour une élève qui va passer aujourd'hui les épreuves de son BEPC à l'hôpital. À 16 ans, Sarah lutte contre une leucémie. Elle vient tout juste de sortir de 6 mois en chambre stérile et se réhabitue doucement à voir du monde. Là, je vais commencer par les mathématiques. Et j'essaie de faire mon possible. J'ai pas eu trop le temps de réviser. Pendant 2 mois, j'avais pas le courage, j'avais pas la tête à ça. Je stressais un peu au niveau de l'écriture. Parce que je tremblais un peu au niveau des médicaments. J'ai une dose encore assez chargée. Donc j'ai essayé de faire mon possible pour pouvoir écrire et bien réfléchir. Voilà Sarah, c'est l'heure, on peut commencer. Bon ma puce, je te laisse. Je te dis bon courage. Ouais. Ça va, t'es pas trop fatiguée, ça va? Allez, à tout à l'heure. Tu as 2h30 pour passer cette épreuve. Hein. Si tu as terminé auparavant, tu nous le dis. D'accord. À tout à l'heure. Enfin, pour moi, ça m'a l'air assez facile. Souhaitez-moi bonne chance. Et pendant que Sarah planche sur son brevet des collèges, sa maman angoisse. Ça fait seulement 3 semaines qu'elle recommence à être en forme à peu près. Et j'ai peur qu'elle ait des trous de mémoire. En particulier les mathématiques, c'est pas son fort. Elle est réveillée depuis 4 heures du matin, donc j'ai peur qu'elle ait un coup de pompe dans la journée. Un petit diplôme, ça ferait du bien. Mais bon, je sais pas si je vais réussir. À quelques dizaines de mètres de là, dans le secteur stérile, Anthony est totalement isolé. Comme Sarah avant lui, il a reçu une greffe de moelle et ne peut recevoir aucune visite. Ses seuls contacts avec l'extérieur passent par le système de vidéo de l'hôpital. Tu m'entends bien, Anthony? Oui, oui. Bon, alors bonjour. Oh, Ça va depuis ton anniversaire? pas toujours bien. On va commencer par l'exercice numéro 2. Je sais pas si tu vois bien en vert, c'est peut-être mieux en rouge, non? Non, ça va. Ça va? Je peux continuer mes cours par caméra et voir mes amis
puis ne pas sortir du cadre scolaire, quoi. Il y a des jours où je suis beaucoup plus fatigué que d'autres. Donc on annule le cours avec Marie et on le reprend plus tard. Même si on est enfermé, il faut continuer à vivre, quoi. Refaire des cours, continuer faut pas s'arrêter de vivre parce qu'on est enfermé, quoi. Les épreuves s'achèvent pour Sarah. Sa maman a dû partir travailler et c'est son papa qui est venu la rechercher après cette journée très studieuse. Oh, les maths étaient un petit peu dur. C'était pas... Enfin, j'ai fait mon possible. Hein. Tu es fatiguée un petit peu. Ouais. T'avais pas ton masque? Bah non. Je dois porter un masque pour pas avoir de microbes. Elle va être fragile comme ça encore pendant quelques mois et masquée. Mais elle est belle avec son masque, je trouve ça y va très bien, non? C'était il y a 6 mois. Hein. Depuis, ça va mieux, la santé. Oui, bah oui. Ouais. C'est revoir tout ça qui remue un peu. Bah oui, mais ça fait quand même quelque chose. Enfin, c'est des vieux souvenirs, mais bon. Les vieux souvenirs de 6 mois. Comment tu te sentais à l'époque par rapport à maintenant? Bah là, je me sens... Là, je me sens mieux pour le moment. Enfin, j'essaie de vivre. Je profite, quoi. Puis bah, avant, j'étais fatiguée. J'étais complètement lassée de tout. Je voulais rien faire de tout, quoi. Tu profites comment? Bah, en faisant de la moto. Yes. En me promenant, puis en faisant du code. C'est-à-dire qu'en fait, le brevet, tu n'as pas réussi à l'avoir à cause de ces fameux trous de mémoire dont parle ta maman. C'était il y a 6 mois, donc en octobre dernier, un peu plus de 6 mois même. Mais depuis, tu as passé d'autres examens? Bah, le code. Et puis le PSR. C'est quoi, ça, le PSR? C'est pour la moto. Ah oui, c'est ça. Ce qui permet de faire de la moto aujourd'hui? Ça, c'est top. Ouais. C'est top, on a rarement autant de sensations de liberté. Vous êtes motard, monsieur? Oui. Ah oui, d'accord, bah oui, forcément, ça vient pas tout seul. C'est pour faire comme papa. Erwan, toi aussi, tu as suivi des cours à l'hôpital? Ouais, j'ai suivi des cours à l'hôpital avec Didier. Et j'avais 1 heure de cours tous les mercredis. Puis des fois, c'était pas tout le temps. Donc ça me manquait l'école. Même en chambre stérile, tu suivais des cours? Ouais, même en chambre stérile, il venait. Il était protégé, enfin, il avait un masque, il avait un chapeau, une blouse et des trucs qu'on met aux pieds. Ouais, par-dessus les chaussures, là. Ouais. 1 heure par semaine, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà énorme quand on est fatigué, en fait. Ouais. C'est ça qu'il faut faire comprendre. Tu arrivais à suivre ton heure de cours? Des fois, j'arrivais, puis quand j'étais fatiguée, j'y arrivais pas. Alors tu disais stop? Ouais, des fois, je disais stop. Quand la maladie frappe, oui. Grégory, avoir une maîtresse à l'hôpital, ça t'aurait plu, ça, comme Didier? Non, Non? Pourquoi? parce que j'aime pas l'école. Ah oui. Tu avais quel âge quand tu es tombé malade? 6 ans, 6 ans. Tu as quel âge aujourd'hui? 10 ans, 10 ans. Tu t'en souviens de quand Oui. tu es tombé malade? un peu. Un peu. Quand tu arrives à l'hôpital, tu étais fatigué, très fatigué, comme l'a dit Orlan, qui est à côté de toi? Oui, Tu as beaucoup dormi? ouais. Combien de temps? Je sais plus. On m'a dit plusieurs semaines, c'est ça? 6 semaines. 6 semaines. 6 semaines. 6 semaines. Nous a dit ta maman, le temps de reprendre des forces, évidemment. Et puis, une fois réveillée, tu as été placée en chambre stérile. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'une chambre stérile, toi? C'est une chambre où il n'y a pas de microbes. On reste normal, comme dans une chambre normale, mais sauf qu'il y a 2 portes pour rentrer. On doit mettre plein de machins pour pouvoir rentrer. Un truc sur la tête, devant la bouche. On s'ennuie dans cette chambre ou on s'amuse comme dans une chambre d'enfant? On s'amuse, Mais tu as des jouets? Tu as le droit d'avoir des... oui, Tous tes jouets? Des jeux d'ordinateur? oui, La télé? oui. Lorsque tu es tombé malade, Erwan, à 7 ans et demi, un médecin a prononcé une phrase qui t'a profondément marqué. Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit que
je pouvais mourir et qu'il me restait 24 heures, voire 48 heures à vivre si la chimiothérapie, elle faisait pas son effet. C'était une bonne idée de te dire ça? Pour moi, c'est bien qu'il me l'ait dit, comme ça je le savais. Et tu préfères la vérité? Ouais, je préfère. Peut-être que ça donne de la force aussi d'avoir envie de se battre. Hein. Bah, pour moi, ça m'a donné de la force. Ouais, bah voilà. Heureusement que les médecins s'étaient trompés. Jacques Grille est avec nous. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes cancérologue et pédiatre à l'Institut Gustave Roussy à Villejuif, tout près de Paris. Est-ce fréquent que les médecins soient aussi directs avec les enfants? Alors d'abord peut-être plutôt pédiatre et cancérologue après, parce que quand on s'occupe d'enfants, on s'occupe d'abord d'enfants et après de cancer. Je crois on doit s'adapter à l'enfant et on s'adapte aussi à la situation. Je pense que si les médecins ont dit ça à Erwan, j'y n'y étais pas bien sûr, mais si les médecins lui ont dit ça, c'est qu'ils avaient peur pour lui. Et quand on a peur pour quelqu'un, on lui dit ce qui risque de lui arriver et qu'on va se battre ensemble pour surmonter cette étape. Et je pense que le principal devoir dans ces moments-là, c'est un devoir d'honnêteté, parce que si on l'a pas, on perd la confiance des enfants et on n'arrivera jamais à rien avec eux. Et c'est parfois un peu dur, mais visiblement, Erwan, il était tout à fait prêt à entendre ça. Et parfois, il faut des mots plus doux. Mais ça, c'est la psychologie du médecin qui fait qu'il sent, il fait comme il peut, hein, c'est un être humain, un médecin. Il sent ou il ne sent pas, s'il peut dire des choses comme ça, s'il peut faire un pronostic vital, le dire aussi brutalement. Absolument. Et je crois que c'est aussi les circonstances qui nous guident un petit peu quand on était certainement très inquiet pour Erwan au début. Et sans doute qu'ensuite tu as eu plus confiance dans les médecins aussi. Un médecin qui t'a dit que tu peux mourir, quand il te dit que si ça se trouve tu vas vivre et que c'est bien parti pour que tu vives, tu le crois? Ouais, quand il me dit ça, après, on a plus confiance en lui. Et après, il peut nous annoncer des autres nouvelles. On aura confiance en lui. On va voir maintenant un reportage sur une petite fille de 6 ans qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui parce qu'elle n'est pas suffisamment en forme, mais qui se débrouille toute seule, qui se fait ses propres piqûres. Des enfants qui ont cet âge-là, 5 ans, 6 ans, 7 ans, est-ce qu'il faut utiliser le mot de cancer? Est-ce que vous le faites, vous? D'abord, c'est écrit à l'entrée que c'est un service de cancérologie de l'enfant et de l'adolescent, en tout cas chez nous, ce qui veut bien dire qu'on n'a pas peur d'utiliser ce mot. Après, on l'a sorti tout de suite du fait de l'explication qu'un cancer chez un enfant, c'est pas un cancer comme chez un adulte. C'est pas du tout les mêmes maladies, ça se soigne pas nécessairement avec les mêmes médicaments et comme vous le disiez au début, ça a des issues beaucoup plus souvent favorables que dans le cas des adultes, même si chez l'adulte, on a aussi amélioré... On guérit un cancer sur 2 en moyenne, et 8 sur 10 chez l'enfant. Donc effectivement, on a trop longtemps associé cancer à mort, je pense. Aujourd'hui, là, on est beaucoup plus dans le sens de la vie. C'est sans doute ce qui donne du courage à cette petite fillette de 6 ans. Vous allez voir Julie, elle se fait elle-même ses traitements, ces piqûres, des traitements qu'elle devra suivre toute sa vie. On la voit discuter notamment avec sa maman qui lui explique en gros la vérité pour toujours de la même façon garder un contrat de confiance avec l'enfant. Tu dessines une tête, je vais t'expliquer. Voilà. Alors, où sont les yeux? Vas-y, dessine-les. On fait les lunettes. La petite boule, elle est entre les 2 yeux, derrière les yeux. Elle est ici. D'accord? Et à cet endroit-là, qu'est-ce qu'il y avait à la place? Il y avait l'hypophyse. Et le petit tuyau, chérie, il part d'où et il va jusqu'où? Là. Vas-y, dessine-le. Et ils ont mis... Il y a un tuyau qui va jusqu'au syntaxe. Ici. Il y a 1 an et demi, les médecins ont décelé une tumeur dans la tête de Julie. Cette petite boule, comme elle l'appelle, l'empêche de bien voir de l'œil gauche. À 6 ans, la petite fille a déjà subi une intervention de neurochirurgie délicate et elle est suivie tous les 3 mois pour surveiller l'évolution de cette tumeur. Tu sais, demain, on va faire un examen? Oui. Tu veux qu'on lise un petit peu toutes les deux ce qu'on va faire? Alors, regarde. Pour comprendre ta maladie ou te soigner, le médecin a demandé que tu passes un examen IRM. IRM, ça veut dire imagerie par résonance magnétique. Grâce à ces images, le médecin peut examiner certaines parties de ton corps très précisément. Ça fait même pas mal les IRM. Ça, c'est un lit. D'accord? Il avance tout seul. Il avance tout seul dans quoi? Dans le petit tunnel. Et là, ça doit parler. Je sais pas si vous faites. Oui, ça parle. Et qui c'est qui parle dans le tunnel? Le monsieur. Le monsieur, là, qui est derrière la vitre.
Est-ce que tu sais pourquoi on passe une IRM? Oui. Pourquoi? Parce que pour voir ma boule si Pour voir si... elle diminue. Oui, ou si elle grossit. Tu sais, si tout va bien, après on les passera moins souvent les IRM. D'accord? La tumeur de Julie a abîmé son hypophyse, la zone du cerveau qui fabrique notamment les hormones de croissance. Pour grandir, Julie doit recevoir tous les jours des hormones de synthèse. Du haut de ses 6 ans, elle fait seule ses propres piqûres. Tu mets quoi là? La piqûre. Tu mets l'aiguille? L'aiguille. Ici. Où là? Oui. Où j'ai piqué? Oui. Très bien. Attends, 10 secondes. Pas trop, attends. C'est bon. Tu préfères la faire toute seule ou des fois t'aimes bien que ce soit papa et maman? J'aime la faire toute seule. Dans les traitements et les examens, Julie étonne par sa maturité. Ses parents ont donc choisi de ne pas lui cacher sa situation médicale. Quand on ouvre la tête d'un enfant, bon, c'est un peu qui tout double. Hein. C'est soit ça se passe très bien ou soit... En fait, on a eu très peur à l'annonce du diagnostic et puis on nous a bien expliqué ce que c'était et qu'avec un traitement, des opérations, ça pouvait aller qu'en s'arrangeant. On a eu du mal au début à admettre qu'elle serait malade comme ça toute sa vie. Et que on préférait qu'elle soit une petite fille normale comme toutes les petites copines qu'on reçoit à la maison. Hein chérie? Au moins on a trouvé pourquoi tu étais pas bien, pourquoi tu étais malade. Hein? Et oui. Tu viens mon cœur, c'est l'heure, il faut qu'on y aille. Ce matin, Julie va passer un nouvel examen IRM. Malgré l'habitude, chacun sait que ce n'est jamais anodin. D'accord. Bon, tu ranges tout ça dans ton sac? On est un petit peu inquiets. On espère surtout que ça va bien se passer pour Julie, qu'elle va bien se réveiller. Est-ce que tu as peur, mon petit cœur, quand tu vas à l'hôpital? Non. Il y a toujours cette angoisse du résultat. Il faut positiver et se dire qu'il faut le faire. Où c'est qu'on va alors? Quel côté? Hop. À l'hôpital, Julie retrouve vite ses repères, mais pour ses parents, l'attente commence. Après plus d'1 heure, le radiologue a enfin des résultats. Nous avons laissé la famille en prendre connaissance sans caméra. Les nouvelles sont bonnes, la tumeur a stagné. Julie va bien, même s'il faudra à nouveau contrôler sa tumeur dans 3 mois. Sa maman et son papa sont là, hein. Tous les deux. On va faire des gros applaudissements pour faire un petit salut à Julie. Tu n'es pas resté à Périgueux, qui est en quelle forme aujourd'hui? Elle va bien. Oui. Elle va bien. Elle va beaucoup mieux. On l'embrasse très très fort en tout cas. On aurait bien aimé qu'elle soit avec nous sur ce plateau. Elle a 6 ans. Elle est bien courageuse cette petite fille, non? Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle reste très joyeuse aussi. Ah oui. Mais en fait, elle était tellement mal avant la maladie, avant qu'on découvre réellement ce qu'elle avait, que maintenant, elle profite de tous les instants et qu'elle se sent tellement mieux. Je félicite parce que, évidemment, que vous devez être une maman stressée et angoissée par ce qui peut arriver, même si 8 fois sur 10 sont guéris de ces cancers, mais vous êtes tout à fait dans le contrôle, vous faites en sorte que tout le monde reste dans une famille assez positive, optimiste, quoi, et tournée vers la vie. C'est difficile pour vous? C'est difficile, mais on ne lui montre pas, on ne lui a jamais montré, et c'est pour elle qu'on se bat. Voilà. À quel âge elle est tombée malade, Marilyn? Elle avait 5 ans, pas tout à fait 5 ans. Erwan, à quoi tu as pensé d'abord quand tu as compris que tu étais gravement malade, toi? Quand j'ai compris que j'étais gravement malade, j'ai d'abord pensé que j'allais mourir. Et après, quand ça allait mieux, je pensais que j'allais vraiment m'en sortir. Puis je suis sur la bonne voie. À quel moment il y a eu un déclic comme ça, une différence entre la mort et puis tout d'un coup la vie qui revient? Il y a eu un jour particulier? C'est pas tout à fait un jour, mais c'est plutôt les parents qui sont avec nous, qui soutiennent. Donc c'est pour ça ça m'a aidé. Donc c'est pour ça qu'après j'ai voulu m'en sortir et puis me battre pour eux. C'est quoi cette photo? Là j'étais content parce que mes cheveux ils repoussaient, donc on est allé voir un ami, puis j'ai pris une photo comme ça.
Quand on tombe gravement malade, on change physiquement, évidemment. Tu viens de nous en parler à l'instant. Comment accepter tous ces changements physiques? C'est la deuxième partie de notre émission. Orlane, tu as 17 ans, tu es une jolie fille, plutôt coquette. Qu'est-ce qui t'a le plus inquiété lorsque tu as appris que tu allais faire des chimios? Les cheveux? Oui, le fait de perdre mes cheveux. Qui te l'a expliqué, ça? Au début, on me l'a pas dit. C'est à l'hôpital, j'ai vu quelqu'un qui avait les cheveux... qui avait plus de cheveux et... Je voulais pas devenir comme ça et les médecins ils m'ont dit que j'allais être comme ça en fait. Comment tu as réagi? J'ai pleuré. Tu avais 16 ans là. Ouais. Tu as décidé de prendre les devants, ne pas attendre que les cheveux tombent? Au début je les ai coupés un petit peu et après j'ai demandé à une des infirmières, à ce moment-là j'étais encore en stérile, je lui ai demandé qu'elle me rase la tête. Comment c'était ce moment-là? Au début c'était dur et après on s'habitue. Puis j'ai l'impression que c'est un moment aussi où on prend un peu le contrôle sur la maladie. Ouais, voilà. C'est un moment qui correspond aussi au moment où on accepte de se battre contre elle, j'ai l'impression. Quand on prend les devants comme ça. C'est ce que tu as ressenti? Ouais, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'infirmière à ce moment-là? Au début elle voulait pas me le faire. Ah bon? Non. Ça fait 1 an maintenant que tu te bats contre la leucémie, Orlane. Tu es toujours sous traitement, mais depuis 2 mois, tu es revenu chez toi. Oui. Et tu es sur la voie de la guérison aujourd'hui. Oui, normalement. On regarde ce reportage. Je suis en train de me maquiller parce que depuis que je suis malade, je suis quand même restée coquette et tout ça. Parce que c'est important. Je trouve que sans mes cheveux, je suis pas terrible parce qu'on voit que je suis malade. Mais dès que je remets mes cheveux, ça fait normal. Ma perruque, je la mets le plus souvent pour sortir. Quand je suis chez moi toute seule, je la mets pas, ça sert à rien, mais sinon, je l'aime pas qu'on me voie sur mes cheveux, donc je sortirai pas sans. Il y a 1 an, Orlane apprenait qu'elle était atteinte d'une leucémie. Après 8 mois de chimiothérapie à l'hôpital, elle a perdu tous ses cheveux. Aujourd'hui, Orlane continue son traitement chez elle, entourée de sa famille. Ce midi, il n'y a que cela? Non, les vitamines, non, on n'en prend plus. Non, et la chimio. Franchement, je veux pas les prendre. Faut que tu les prennes, Orlane. Mais pour l'instant, j'ai pas envie. On se plaignait depuis qu'elle est toute petite, elle a un caractère qui est fort, très très fort, très autoritaire. Et je crois que grâce à ce caractère-là, elle s'en est sortie. Je crois que ça a été une des choses les plus importantes qui l'a aidée, c'est son sale caractère. Je suis fière de toi. Orlane, même fragilisée par son traitement, s'impose des marches quasi quotidiennes au bras de sa mère, afin de pouvoir récupérer rapidement toutes ses capacités physiques. Quand je suis sortie de l'hôpital, j'avais les muscles qui étaient atrophiés. Ouais, atrophiés à cause de la chimio que je faisais. Au début, je pensais que j'allais pas remarcher ou rester tout le temps en fauteuil roulant et tout ça. Il y a des jours, je peux marcher 1 heure sans problème, mais il y a des jours où je suis vite fatiguée, quoi. Depuis son retour à la maison, il y a 2 mois, Orlane reprend petit à petit contact avec l'extérieur. Pas forcément évident pour une jeune adolescente qui est restée longtemps malade. Allô? Allô Sophie, ça va? Oui, ça va et toi? Ça va. On se voit quand? Quand tu veux, quand t'es libre. Bon, moi je vais te laisser travailler alors. Ok, bon courage. Merci, bisous. Okay. Bisous. C'était une copine à moi qui est venue me voir pendant que j'étais malade. Et puis on a toujours contact. Et certaines de mes copines, quand elles ont su que j'étais malade, elles sont venues me voir pendant 1 mois et après, j'ai plus de nouvelles de personne. J'aime bien être en contact de gens, j'aime pas rester toute seule, enfermée là par exemple, rester dans ma chambre, à rien faire. J'essaye d'avancer et de faire comme si voilà, j'étais pas malade. J'ai dit qu'on avait proposé... comment ça va? Ça va? Ça te fait quoi de voir ces images? C'est ta vie, quoi. Ouais, voilà. Ta vie en ce moment? Ouais. Où est-ce que tu habites? À Nantes. À Nantes. On t'avait proposé de venir te filmer chez toi, d'installer un duplex, pour pas que ça te fatigue trop, mais tu es tenu à venir sur le plateau. Ouais. Pourquoi? Pour montrer que même si je suis pas très bien en ce moment, pour montrer que je peux quand même venir pour que ceux qui sont à l'hôpital, ils se battent encore, quoi.
Tu as rencontré des jeunes de ton âge à l'hôpital Non. Ils sortaient pas de leur chambre, ceux qui avaient mon âge. Moi, j'allais plus vers les tout petits. Et comment ça se passait avec les tout petits? Bien. On parle de la vie, on parle de la maladie, on parle de quoi quand on se retrouve à l'hôpital entre enfants malades? On parle de tout. Ça dépend avec qui. Audrey est avec nous. Audrey, où êtes-vous? Bonjour, Audrey, vous aviez le même âge que Corléane quand vous êtes entrée à l'hôpital. Vous avez souffert d'un cancer des ganglions qui appartient aujourd'hui au passé. Vous êtes la plus âgée sur ce plateau. Vous allez peut-être pouvoir partager votre expérience avec tous ces jeunes gens qui sont en face de vous. Qu'est-ce que vous ressentez face à eux? Ça me rappelle beaucoup de choses. La chambre stérile, la perte des cheveux. Ça me rappelle beaucoup de choses et je trouve qu'ils ont énormément de courage. Plus que moi, j'en avais, j'ai l'impression. Ouais. Non, je les trouve super. Vous êtes entrée à quel âge exactement à l'hôpital? 16 ans. Donc à l'âge d'Orlane, vous avez perdu vos cheveux tout comme elle? Oui, mais le problème, c'est que... Enfin, le problème... Quand j'ai appris que j'allais perdre mes cheveux, j'ai pleuré aussi. Et ça, c'est clair. C'est ce qui m'importait quand j'ai su que j'allais avoir de la chimio, c'était les cheveux. Et donc, je les ai coupés parce que j'avais les cheveux longs pour que ce soit moins brutal. Et je ne les ai pas perdus, mes cheveux. Et ils n'avaient jamais vu ça. J'ai eu tout mon traitement de chimio, donc c'était le même traitement que pour une leucémie. J'ai eu 1 mois de radiothérapie. Et en fait, je les ai perdus après, quand j'étais en rémission, en traitement de chimio d'entretien. Comme quoi, il y a des surprises, bonnes et mauvaises dans le cancer, mais bonnes aussi. Orlane se bat aujourd'hui contre la maladie. Elle est venue de Nantes jusqu'à Paris aujourd'hui pour être avec nous sur ce plateau. Vous en êtes complètement sortie. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Qu'elle se batte et qu'après, c'est que du bonheur parce que après la vie, c'est magique, quoi. C'est encore mieux? Encore plus fort qu'avant? Plus fort, et puis moi, ça m'a permis personnellement de revoir où étaient mes priorités et justement de voir la vie. Ouais, vous nous avez dit, vous nous parlerez de vos choix un peu plus tard dans l'émission. Vous nous avez dit que vous souhaitez faire de votre vie une œuvre d'art, en tout cas pas passer à côté, quoi. Ouais. Pas passer à côté de la vie. Erwan, tu voulais donner quelle image de toi quand on t'a rasé la tête? Est-ce que tu faisais attention à ce que les autres pouvaient penser? C'est peut-être plus facile pour un garçon quand même. En fait, vu que c'était en 2002 et que c'était la Coupe du Monde, quand j'ai perdu mes cheveux, j'ai dit que je voulais faire comme Barthez. Après, mon père il s'est rasé la tête pour me soutenir. Ça, c'est sympa. Il est où ton père? Il est là. Ça, c'est sympa. Rava, pourquoi vous avez fait ça? En fait, c'était pour l'aider à supporter la perte de ses cheveux, quoi. Donc, pour moi, c'était pas dramatique pour moi de me raser la tête, mais pour lui, je pense que c'était important d'avoir une image dans laquelle il pouvait se reconnaître, quoi. Voilà. Ça a été un moment de complicité, j'imagine, assez fort entre vous deux? Ouais, c'était important, ouais. On avait le même look, Moi, j'étais souvent avec lui, donc comme là sur la photo, donc je pense que ça l'a aidé à supporter la perte de ses cheveux. Je pense qu'il y a un moment que vous n'oublierez jamais qui s'est passé entre vous deux à ce moment-là. Tout à fait, ouais. Ouais. Là, c'était comme le football, là, c'était un sport collectif, quoi, la bagarre. Hein. Ouais, la bagarre, c'était un sport collectif. Ouais, tous ensemble, quoi. Ça, c'est bien. Alison, à cause de ta maladie, tu as pris pas mal de poids parce que la tumeur a touché la partie du cerveau en fait, qui contrôle l'appétit. Ça veut dire que tu sais plus quand tu as faim, quand tu n'as plus faim. Enfin, tu sais surtout plus quand tu n'as plus faim. Dans ma maladie, ça devrait être ça. Mais moi, mon corps, je sais quand j'ai plus faim. Je m'en rends compte, donc... Comment tu fais pour te rendre compte? Je suis calée. Pour les féculents, j'en mange pas beaucoup. Mais quand c'est des légumes verts, je peux en mettre... par exemple, la salade, je peux mettre un saladier entier. Et après m'arrêter, mais... Vaut mieux ça que le contraire. Et les kilos en trop, tous les petits côtés, les petits à côté de la maladie qui sont pas très agréables, que ce soit les cheveux qui tombent, que ce soit les kilos en trop, comment tu les vis, toi? Moi, j'ai pas eu de chimio, j'ai eu de la radiothérapie, j'ai pas perdu mes cheveux. Donc, moi, dans ma maladie, c'est juste le poids. Et le regard des autres, comment tu le vis? Très mal.
j'ai l'impression qu'on me juge sur mon poids, alors que c'est pas de ma faute, quoi. Bon, c'est jamais de sa faute, le poids. Hein. On ne doit pas être jugé sur des choses comme celle-là. Le problème, c'est que il y a souvent beaucoup de camarades qui, bon, ils s'en rendent pas compte, peut-être pas compte, mais ils sont plus distants qu'avant, donc ça fait plus mal. Alison est venue sur ce plateau parce que justement, elle a un message à faire passer à ses amis, à tous ceux qui sont prêts peut-être à faire preuve de tolérance vis-à-vis des autres et qui ne savent pas très bien quoi faire, comment agir. Le message d'Alison, c'est dans quelques instants, juste après l'appel à témoins de la rédaction de Toute une histoire. Vous avez essayé de nouvelles méthodes de médecine esthétique. Toxine botulique, fil d'or, peeling, thermolift, et vous êtes déçu. Depuis que vous avez fait de la médecine esthétique, vos proches ne vous reconnaissent plus. Vous estimez être un raté ou une ratée de la médecine esthétique. Une personne de votre entourage a eu recours à la médecine esthétique et vous n'aimez pas le résultat. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. J'ai une cousine qui m'a dit comme ça, t'es bien foutue, mais t'as vraiment une sale tronche. Face à des gens de taille normale, je suis très mal à l'aise et j'ai honte d'exister par rapport à eux. Honte. Des fois, je veux sortir, aller faire mes cours, je me trouve tellement moche que je me dis, bon ben non, t'iras demain. Prochainement, Toute une histoire recevra Stéphanie, qui se trouve beaucoup trop maigre. Donc je fais tout ce qui est contraire à la diététique, donc je mange salé, je mange gras et je grignote toute la journée. Je supporte plus que tu me touches. Parce que pour lui, pour moi, j'ai l'impression qu'il a rien à toucher, quoi. Je me sens pas femme, pas du tout, du tout. Ingrid, elle, ne supporte plus son ventre. Mon Dieu, quelle horreur. Qui voudrait ça, franchement? C'est moche. Oh. Elle a eu ça après 3 enfants, moi c'est ce que j'ai su. Non, 2 enfants, pardon. C'est ce que j'ai su sur mes fesses à l'âge de 16 ans. Donc c'est super difficile d'avoir des vergetures, c'est exactement ça, hein. En pire. Là je reviens de la chirurgie et je suis belle et bonne maintenant. Belle et bonne. Les enfants nous parlent de leur combat courageux contre le cancer. Aujourd'hui, dans Toute une histoire, nous étions à l'instant avec Alison qui a 14 ans. 14 ans, elle n'accepte pas les changements de son corps et en tout cas pas le regard des autres. Quel est ce message que tu veux faire passer? Que la maladie, c'est pas contagieux, qu'il faut pas, quand on voit les gens dans la rue, il faut pas les juger sur leur physique, mais savoir ce qu'ils ont dans leur esprit. Et tu as l'impression que c'est pas le cas? Au-delà de la transformation physique, en fait, c'est tout l'univers des enfants qui est bousculé. Il ne faut jamais l'oublier quand la maladie arrive, c'est-à-dire que c'est fini l'école, c'est fini les copains, ça va? C'est plus du tout le même quotidien qu'avant, et puis un jour, tout va mieux. Un jour, il faut revenir, un jour, il faut reprendre la vie d'avant, et c'est pas tout à fait pareil. On dit que dans ces cas-là, la maladie fait le tri dans ce qui compte le plus pour soi, et aussi dans les amis qui sont les plus proches, véritablement, de soi. Grégory, comment tes copains à toi ont réagi quand tu es revenu à l'école, après la maladie? Ils ont réagi comme ils pensaient, c'est-à-dire mal réagi. Ils disaient être malade, c'est pour les idiots. Moi, je leur ai dit si vous êtes malade, tant pis pour vous. Pour les idiots, ils disaient. Mm-hmm. Pourquoi ils disaient ça, à ton avis? Je sais pas. Ça t'a surpris? Oui. Mais tes bons copains d'avant? Ouais. Qu'est-ce que tu leur répondais quand ils te disaient des bêtises pareilles? Ça t'énervait? Un peu. Je sens qu'à l'intérieur de toi, il y a des gros bouillons d'énergie. Ta maman est là, Nadine, oui. Qui est la maman de Grégory. Le retour à l'école n'a pas été évident? Non. Non, pas évident. Pendant 1 an, il a été coupé de la scolarité, vu les traitements qui l'ont rendu très fragile. Entre-temps, ses petits copains, eux, ont continué leur année, ils sont passés à la classe supérieure. Et quand lui est retourné à la rentrée scolaire, ses petits camarades étaient à l'école supérieure, enfin à la classe supérieure. Et donc, lui, il avait en quelque sorte 1 an de retard. Donc, c'était un petit peu perturbant pour lui. Oui, non seulement il avait été malade, il avait dû se battre contre la maladie, mais en plus de ça, il se retrouvait avec une injustice, à savoir que les autres avaient avancé pendant que lui n'avait pas pu avancer. Et puis, à côté de ça, il a dû vivre avec un environnement d'adultes qui étaient les médecins. Donc, je dirais qu'il a un petit peu perdu ce côté enfant, en tout cas pendant 1 an.
parce que même s'il ne pouvait pas fréquenter le milieu scolaire, il devait en tout cas être tenu d'éloigner des autres camarades pour éviter toute infection ou toute maladie grave. Oui, ces pertes de repères au quotidien, etc., ça peut changer le comportement, ça peut oui, il était devenu finalement assez agressif. Et on le trouvait assez isolé, qu'il y a eu quand même quelque part du bon côté quand il était en chambre d'isolement, parce qu'il s'est retrouvé un petit peu dans son monde à lui qu'il avait créé. Mais quand il est revenu, en tout cas dans le milieu scolaire, ça a été beaucoup plus difficile. Il était un petit peu, je dirais, décalé. Un peu décalé, un peu agressif, Grégory? Oui. Oui, ça n'a pas l'air quand on te parle comme ça. Agressif comment? C'est-à-dire à crier sur les autres? Oui. Crier en leur disant quoi? Taisez-vous, sinon je vous pète la figure. Leur péter la figure aussi? Pour de vrai? Oui. C'était contre eux ou c'était contre la maladie? Contre eux. T'étais vraiment fâché contre cette injustice? Oui. Et donc fâché contre eux, on peut le comprendre, je crois. Qu'en pense Audrey? Est-ce qu'on peut comprendre l'agressivité de Grégory? Enfin, moi, je la comprends très bien, personnellement. Oui. Pas facile de reprendre sa vie d'enfant. Moi, je la comprends parce que j'ai été agressive aussi envers mes proches quand j'étais à l'hôpital. Ouais. Ça se passait très mal avec ma mère. J'étais agressive avec elle. Ça allait jusqu'aux insultes. Ça se passait très mal. Avec mes amis, il n'y avait pas de soucis, ça se passait super bien. Mais avec ma mère, ça se passait très mal parce que je sentais qu'elle était mal et moi, je supportais pas de voir que les gens avaient peur. Je voulais pas voir que les gens avaient peur pour moi. Agressive comment? Agressive, je lui criais dessus jusqu'à la virer de ma chambre, quoi, à taper un scandale dans tout le couloir. Elle? Moi. Ah. Et lui dire, tu t'en vas, je veux plus te voir. Je veux plus jamais te voir. Mais elle revenait tous les jours. Docteur, pédiatre et cancérologue, il arrive souvent que les enfants montrent de l'agressivité qui peut être interprétée, enfin moi c'est comme ça que je le sens en tout cas, mais je ne suis pas médecin, comme étant de la rage, de l'énergie pure contre ce qui leur arrive. Absolument, ça fait partie un petit peu du processus que tout le monde traverse dans ces cas-là. Et il y a un moment de hargne et de révolte contre le monde entier. Et le monde entier, ça commence avec sa maman et avec son papa. Et en général, c'est eux qui servent de premier punching ball, si on peut dire, pour évacuer tout ça. Et en même temps, c'est quelque chose qu'on doit aider les familles à vivre, à expliquer aux parents. Ils vous aiment toujours autant, c'est pas le problème. Et enlever toute idée de filiation, parce que les parents vont toujours se demander à un moment, mais est-ce que c'est ma faute s'il a eu ça ? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Et ça, on peut dire et rassurer tout le monde que c'est jamais le cas. Il n'y a pas, à part de très exceptionnels cas de filiation familiale où on peut transmettre ce risque de maladie, les parents ne sont jamais responsables de ce qui arrive. Quand bien même, docteur. Et quand bien même. Et l'agressivité vers les copains, elle est fréquente également? Toi, tu as été agressive avec tes copains? Non, j'ai pas été agressif avec mes copains, mais bon... Ils étaient plus pareils qu'avant, enfin, ils étaient moins proches qu'avec moi. Parce qu'avant, on s'entendait vraiment bien. Puis quand je suis retournée à l'école, ils étaient écartés de moi. Ils pensaient que c'était contagieux. Donc ils me laissaient de côté. Tu comprends la réaction de Grégory? Ouais, il avait besoin, enfin je pense qu'il avait besoin de s'affirmer. Que ses copains, ils n'ont pas été très sympas avec lui de dire ce qu'ils ont dit, donc voilà. Orlane, tu avais une très bonne amie avant d'être malade, qui s'est éloignée de toi. Vraiment, tu as eu ce qu'on appelle sa meilleure amie, quoi. Sais-tu pourquoi elle a pris de la distance? Je pense qu'elle a eu peur, ou elle en a peut-être eu marre de venir me voir à l'hôpital, je sais pas. T'as pas pu avoir une discussion franche avec elle? Non. Comment ça s'est passé de manière générale avec tes amis? Dès qu'ils ont su que j'étais malade, j'ai vu personne. C'est dur ça, hein? Tu as un message à leur faire passer aujourd'hui? Non. Tu sais, parfois quand les autres ne viennent pas vers toi, il faut aller vers eux, hein? Ouais, mais non. Ouais, mais non. Erwan, comment ça se passe aujourd'hui avec tes copains, toi? Tu as 12 ans, tu as pris classe?
Là, je suis en 6e. Et avec mes copains, maintenant, ça se passe bien. J'en ai 7. Ils sont vraiment cool. 7 ? Ouais, 7. Sinon, les autres, ils m'aiment pas et c'est la même chose pour moi. D'accord, tu le rends bien, très bien. En 6e, c'est-à-dire que c'est la grande école, hein, c'est l'école aussi, collège, on se fait des nouveaux copains. Reprendre sa vie d'enfant ou presque d'adolescent, en tout cas, toi, tu aimes ça. Tu aimes tellement ça qu'en plus des heures de cours, tu vas dans des lycées pour expliquer ce qu'est la maladie, non seulement pour le faire comprendre, je pense qu'on a besoin de faire comprendre, mais aussi pour faire passer des messages qui sont importants, informer les jeunes sur le don de plaquettes pour sauver des vies. On t'a suivi chez toi à Coubleville, dans l'Isère. Bonjour, je m'appelle Erwan, j'ai 12 ans et j'ai été à 7 ans et demi touchée par une leucémie lymphoblastique aiguë. C'est un cancer du sang. J'ai eu des transfusions de sang et de plaquettes parce que j'avais plus de plaquettes et plus de globules rouges. Donc voilà. Après avoir mené un long combat contre le cancer, Erwan est aujourd'hui en rémission et a monté sa propre association. À seulement 12 ans, il fait preuve d'une grande maturité en se rendant régulièrement dans des lycées accompagné de sa maman afin de sensibiliser les élèves à devenir donneurs de sang et de plaquettes. Aujourd'hui, il répond aux questions d'une classe de seconde. Moi, j'aimerais savoir comment on sait si on est atteint d'une leucémie. On détecte une leucémie quand on a des bleus, quand on a une hémorragie du nez, de la bouche, quand on est vraiment affaibli, qu'on peut plus rien faire, que les muscles ils sont vraiment atrophiés. Comment ça s'est passé pour toi quand tu as su que tu as été atteinte de la leucémie ? J'ai eu peur parce que les docteurs et ma famille m'ont annoncé qu'il me restait 24 heures, voire 48 heures à vivre si la chimiothérapie elle faisait pas son effet. Donc là, j'ai eu peur de mourir. Moi, je trouve ça très courageux parce que je sais pas si à 12 ans, on aurait tous la force de pouvoir se présenter devant des personnes qu'on connaît pas et puis expliquer de quoi on souffre. Je trouve que c'est une grande preuve de maturité. J'ai pensé que les élèves étaient réceptifs parce que, exemple, ils se coiffaient pas pendant que j'étais en train de parler. Ils étaient vraiment attentifs, les élèves. Et je pense que c'était la meilleure conférence qu'on a fait, ma maman et moi, sur toutes les autres conférences. La maman d'Erwan a consigné toutes les photos qui retracent le parcours qu'a dû mener Erwan pour s'en sortir. Et même si la maladie représente un mauvais souvenir, ils ne veulent rien oublier. Tu te rappelles de ces photos ? Ouais, c'est quand j'ai perdu mes cheveux. Et après, c'est papa, quand je suis rentrée à la maison, il voulait faire la même chose. Pour faire quoi ? Pour faire comme moi, pour pas que je sois seule. Quand ils nous ont annoncé que c'était un cancer, tu étais très mal. Et maman, elle avait peur de perdre son fils. Et elle a beaucoup pleuré, mais je voulais pas pleurer devant toi pour pas te faire peur. C'est bien de pas pleurer devant moi parce que je sais pas comment j'aurais pu réagir. Peut-être ça m'aurait fait rechuter. Et là, cette photo, tu vois, c'est vraiment très dur à maman. Tu faisais 14 kilos parce que t'avais maigri. C'est dur pour maman de la regarder parce que c'est pas très... souvenir. Oui. On va arrêter de la regarder. Mais sinon, elle est bien. Mais là, t'étais contente, tu levais les bras en l'air parce que tes cheveux ils repoussaient. Ouais, là j'avais un petit peu de cheveux. Je faisais ouais. T'étais tout content, mon chéri. Depuis sa maladie, Erwan est couvé par toute sa famille et surtout par ses deux grandes sœurs dont il est le petit protégé. J'ai elle qui fait 1 mètre sur 1 mètre carré. Oui, pour que tu prennes les forces. Alors Nawel, elle l'appelle le petit prince et toi, Manel, tu l'appelles comment ton frère ? Mon chouchou, mon cœur, mon bébé, mon ange, mon amour. C'est quand on se rend compte qu'on a failli le perdre qu'on se rend compte que c'est important, quoi, d'être en famille. Depuis, je passe du temps avec lui, je profite de tout. De tous les petits moments que je peux passer avec mon frérot. Dès que j'ai les moyens, je lui achète des petits cadeaux, des petits... Et ça me fait plaisir, au moins je sais que si un jour, je croise les doigts, ça lui arrivera pas, mais si un jour il lui arrive quelque chose, au moins je lui aurais tout donné jusqu'à la dernière minute. Il y a quelques années, à l'âge de 7 ans, je m'imaginais pas dîner en famille comme ça parce que je pensais que j'allais mourir, donc voilà. Erwan est quasiment guéri, mais sa rémission totale devrait lui être annoncée le 26 juin. En attendant, il jouit pleinement de son statut de petit roi. Profite-en, tu veux quoi là ? Une nouvelle console de jeu. Ouais, avec quoi ? Avec... C'est ton dernier cadeau. Non mais
serai tous au petit roi après. Ah non, après Non, ça y est, après, c'est fini. le 26 juin. Terminé après. Bah t'es guéri après. Hein. À cause de sa maladie, Erwan a longtemps été privé de sport. Mais aujourd'hui, comme tous les enfants de son âge, il peut enfin jouer au foot avec ses copains, même s'il doit encore prendre quelques précautions. Mes copains, ils peuvent pas me toucher parce que ici, en fait, j'ai une cicatrice, un cathéter. Il faut qu'ils fassent attention à mon dos aussi parce que j'ai eu 16 piqûres, des aiguilles grandes comme ça. Donc voilà, ça fait un petit peu mal. Mes copains, ils m'ont soutenu et maintenant, ça va un petit peu mieux. Ça fait 5 ans que je l'ai, la maladie, donc maintenant, ça va aller. C'est en bonne voie. But. Et but. Bravo, mon grand. J'ai l'impression que c'est un peu le roi à la maison, non? Hein? Un peu le petit roi, pas trop le petit roi quand même? Non, ça va. Hein? Il gère. Il gère? C'est-à-dire? Il abuse pas, ça va. Il abuse pas? Non. Pas si ta soeur le dit, c'est que c'est vrai. Et avec les filles, comment ça va? Ah, ça va bien, hein? Ouais. Tu nous as parlé de tes copains, pas de tes copines, hein? Dans mes 7 amis, il y a 4 filles. Ah, pardon, excusez-moi. C'est une bande de filles, quoi. Non, j'ai 3 copains. Ouais. Enfin, j'ai 3 amis garçons et 4 Et une petite chérie? Non. Pas encore? Non, pas encore. Il faut qu'on ouvre une autre partie dans cette émission. C'est l'impression que donnent tous les enfants qu'on reçoit aujourd'hui, celle de grandir plus vite que les autres. De devenir, non pas des adultes, mais des enfants un peu plus évolués que les autres, un peu plus précoces que les autres. Qu'est-ce que tu en penses? Plus d'expérience de la vie, quoi. Je sais pas, mais peut-être que oui. Mais sinon, je sais pas, mais tout le monde me dit que oui, mais moi, je pense pas. Te dis quoi que oui? Que j'ai pris une plus grande maturité que les autres, mais moi, je pense pas trop. Alison, tu as les mêmes centres d'intérêt que les filles de ton âge? Pas vraiment. À quoi tu t'intéresses particulièrement, toi? Aux animaux, au dessin. Il y a des choses, quoi, qui... plus personnelles? J'ai l'impression que tu t'intéresses plus aux autres. Enfin, moi, j'entends ça à travers les animaux. Est-ce que tu penses déjà à ce que tu feras plus tard? Oui. J'aimerais bien faire professeur pour les aveugles et les sourds. Après ce que tu as traversé? Oui. Grégory, toi, tu sais ce que tu vas faire plus tard? Pilote de Formule 1 et d'avion de chasse. Les deux? Oui. Bah ouais. Pourquoi pas? J'ai envie de faire footballeur professionnel. Et si j'y arrive pas, peut-être vétérinaire, ou si j'y arrive encore pas, professeur pour ceux qui ont des cancers. Moi, soit assistante vétérinaire ou travailler, je sais pas, je me dis un petit peu dans la police. La police? Ouais. C'est une façon comme une autre d'aider les autres, hein? Ouais. D'être en contact avec les autres. C'est trop tôt encore. Audrey, la maladie a marqué, si j'ai bien compris, un véritable tournant dans votre vie. Vous le disiez au début de cette émission. Aujourd'hui, vos priorités ont changé. Quel genre d'élève étiez-vous donc à 16 ans, quand vous êtes retrouvée malade du cancer? Plutôt mauvaise. Plutôt mauvaise. J'étais très bonne élève en primaire et au collège, j'ai commencé à avoir des mauvaises fréquentations. Ça dégénérait, enfin plutôt mauvaise, 8-9 en 3e. Il y a eu un tournant, il y a eu avant et après la maladie. Qu'est-ce qui s'est passé? Après la maladie, quand j'ai su que j'étais en rémission, que c'était terminé, que le traitement de chimio était terminé, je me suis dit, maintenant tu t'en es sorti, tu vas faire quelque chose de ta vie. Donc je me suis lancée en faculté de droit. Je voulais faire du droit quand j'étais petite. Je crois que vous avez passé un BTS de force de vente. Avant, ouais. Un BTS de force de vente et après la faculté de droit? Quand j'ai eu mon BTS, je me suis dit, allez, je tente la fac de droit. Je voulais être avocate quand j'étais toute petite. C'était mon rêve. Après, vu mes notes, j'ai pas pu. C'est ce qui m'a entraînée vers un bac STT, vers un BTS. Et quand j'ai eu mon BTS, où j'ai fait un peu de droit en BTS, je me suis dit, je tente. Vous êtes dit à l'attaque? Ouais. Vous en êtes où aujourd'hui? Là, je suis en 4e année. Je vais l'année prochaine en 5e année. Bravo, félicitations, chapeau. Super.
Voilà, aujourd'hui, elle s'en donne les moyens. La phrase est inscrite derrière nous, la phrase d'Audrey. Vous avez entendu tout ce que nous ont dit les enfants aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'on a tendance à lire partout dans les journaux que les cancers des enfants sont en progression depuis quelques années. Il ne faut surtout pas oublier que ce sont aussi ceux qu'on arrive le mieux à guérir. Le docteur nous l'a redit encore aujourd'hui. Garder l'espoir, se battre, maintenir cette rage de vivre pour rejouer un jour au foot avec les copains, pour faire de nouveau des bêtises avec les copines ou avec les copains. Mes invités d'aujourd'hui, leur regard, leur sourire nous ont prouvé que la force du caractère ne se mesure pas à la taille et que de frêles épaules parfois peuvent soulever des montagnes. On félicite tous nos invités. C'est de bonnes leçons pour nous tous et à bientôt.